Je crois que nous sommes prêts pour commencer. 18 heures à mon niveau. Donc, je vais commencer cette session de la GGG Week pour parler de la COP 200, la COP 27. Nous avons des présentateurs. Nous avons aussi des participants. As well as the participants online. There's Ambassador Crooks as well. Les participants en ligne aussi, chez l'ambassadeur. Dans cette session, nous allons faire une petite introduction et quelques discours aussi de l'excellence M. Crook, l'ambassadeur de la République de Corée, l'héritage qu'il a eu, et aussi l'ambassadeur d'Égypte ici en Corée, M. Abdelrahman, qui va parler de la prochaine COP 27 et qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui sera en jeu à Sharm el-Sheikh. Donc, nous aurons son Excellence aussi, Madame Kim de Corée, ambassadeur du changement climatique. Madame Madeleine Sarr aussi va nous rejoindre en ligne plus tard. Et elle est aussi en charge des négociations futures. Elle est du Sénégal, elle va nous rejoindre en ligne. Et après ces discours, j'espère que nous aurons la chance d'avoir une petite discussion avec tous les présentateurs sur le panel. Nous allons discuter plus tard. Si vous êtes prêts, tout le monde est prêt. Monsieur Crooks, ambassadeur Crooks, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci, bonjour, bonsoir, dépendant de où vous êtes. Nous allons ouvrir cette session de GGGI. Pour m'entendre. Je suis content de vous parler aujourd'hui de l'héritage, de ce que nous avons eu depuis les 3 dernières années. Ça a été un agenda très complexe, mais ce qui va venir sera encore plus complexe. Le changement climatique, et comment atteindre l'émission zéro de gaz, et comment faire pour atteindre aussi les transitions, pour atteindre pour pouvoir combattre ces changements climatiques. Tout ceci est un défi dont nous devons nous focaliser. Il s'agit aussi de parler de la sécurité parce qu'il y a, comme vous voyez, il y a l'invasion illégale de l'Ukraine actuellement. Je ne suis pas habilité de parler de certains sujets, mais en Angleterre, dernièrement, il y a eu des inondations qui ont affecté des millions de personnes. Ces cycles de désastres que nous vivons, beaucoup de gens en pâtissent et nous devons en parler. Nous devons résoudre ce problème. Et dans cette dernière décennie, il y a eu des productions face aux objectifs que nous avons eus. Et nous avons un président qui est neutre dans les discussions. Mais nous avons une discussion franche et qui devrait être suivie à la lettre. Et comme l'ambassadeur Kim, nous demandons à la Corée d'avoir plus d'action pour que, comme l'Angleterre et la Corée, nous devons travailler ensemble pour faire face à ce changement climatique. Bien sûr, vous pouvez demander si cela est suffisant. Mais après la rencontre de Glasgow, nous sommes en droit de répéter un peu ce qui a été déjà dit. Durant les derniers COP, les sommets de COP,
Il y a eu des orientations suivies par le président actuel. Mais la communauté actuelle est comme l'Angleterre en Angleterre. Nous allons essayer de discuter de ce qui a été parlé à Glasgow. Nous devons nous focaliser sur le fait qu'il faut vraiment discuter sur le changement climatique et ses dégâts, surtout sur les impacts qu'il y a sur la vie des populations. Il faut une adaptation des financements et aménager les dommages causés par ces changements. Nous devons aussi savoir comment mettre en place les accords qu'il y a eu à Glasgow. Il y a eu les pactes obtenus à Glasgow. Il y a des efforts immenses qui ont été faits durant les années. Les gouvernements, les présidents, la société civile, et aussi les populations locales de tous les continents se mettent ensemble pour parler, pour discuter et résoudre les problèmes. Nous avons des attentes au cas où certains objectifs ne sont pas atteints. Comme monsieur Ban Ki-moon nous répète, il n'y a pas, une planète B et il n'y a pas de plan B. Le pacte est bien, mais nous devons faire mieux. Nous devons limiter les dégâts du réchauffement climatique. Et c'est ce ça a été discuté au niveau de cet accord. Nous devons accompagner certains pays pour aménager les conséquences négatives. C'est une grande ambition car les dommages causés sont importants. Et nous avons discuté de cela à la COP 26. C'est difficile, mais il ne faut pas perdre espoir. Il faut résister et aller plus loin et encore plus fort, être plus fort. Il y a des enjeux sécuritaires aussi que nous devons faire face. La crise du changement climatique est importante et a un impact significatif en général, car ça affecte aussi l'économie. Mais nous devons trouver des technologies adéquates pour faire face à ce changement climatique. Il y a des tentations de vouloir revenir en arrière. Mais à toutes les rencontres que j'ai pris part, il y a les gouvernements, des industries et les sociétés civiles qui ont pris des promesses, qui ont fait des promesses pour pouvoir atteindre les objectifs pris à Glasgow. Dans le monde entier, il y a des cas, il y a des points d'espoir. Nous devons savoir imaginer ce qui pourrait être possible pour atteindre nos objectifs et améliorer les affaires dans le monde. Et aussi, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut mener une transition écologique à bien, car c'est très important. Et mon équipe se met à la tâche pour pouvoir résoudre ce problème. L'économie aussi de la Corée, son exemple aussi est importante. Nous avons aussi des technologies comme dans le domaine de l'essence ou aussi des technologies de nouveaux modèles de batteries qui consomment moins d'éléments polluants. Par exemple, en Inde, vous avez les panneaux solaires qu'ils ont mis en place depuis 2021. Mais pour avoir un environnement propre, il faut commencer à espérer que la pollution atmosphérique est croissante et avance à grands pas.
Mais nous devons avoir des innovations, de meilleures innovations pour faire face à cette pollution atmosphérique, comme la création des panneaux solaires ou autres technologies qui nous aident à atteindre nos objectifs. Il y a des milliards qui ont été mis sur la table à l'accord de Glasgow pour identifier les projets énergétiques qui sont prometteurs. Je voudrais encourager ma contrepartie coréenne à voir comment injecter plus d'argent dans des industries offshore. Et nous devons parler avec l'industrie G7 pour avoir une participation de la transition écologique. Nous travaillons aussi avec GGI de l'Ouganda, qui a un grand projet pour avoir accès au financement durant cette crise sécuritaire. Il y a aussi des institutions que nous avons essayé de trouver durant ces dernières années. Le Premier ministre des Barbades est un architecte de comment trouver les financements pour ces projets. Il y a des partenaires multinationaux qui nous aident à ce niveau. Il y a des intellectuels aussi et une grande diversité. Plusieurs personnes se mettent ensemble pour travailler et discuter de ce problème. Il y a des cas qui sont inefficaces. Inefficaces car ils endommagent encore plus les efforts sur l'environnement. Mais nous devons travailler encore plus pour améliorer la nature. Car l'ambition de l'Angleterre et de la Corée est très importante et leur partenariat aussi est important. Maintenant, nous devons nous poser comment le monde peut travailler à fournir les éléments nécessaires pour avoir un meilleur monde, un meilleur environnement. Car les émissions de gaz à effet de serre sont un problème. Et nous avons aussi en Indonésie un exemple d'objectifs qu'ils ont mis en place et que nous devons suivre. Et comme vous savez, l'accord de Paris a eu aussi des ambitions que nous devons essayer de suivre au maximum. Après cela, il y a eu les accords de Glasgow aussi, dont nous avons discuté de certains points. Et au G7 et G8, nous étions ensemble aussi pour discuter de certains problèmes. Et cela est important car les enjeux sont grands. Nous avons des défis, mais nous devons savoir si nos efforts sont suffisants. Car le changement climatique sonne toujours à notre porte. Nous devons prendre en compte les contributions de tout un chacun autour de nous et pouvoir atteindre les objectifs de Glasgow. Et la conclusion que je pourrais dire, c'est que l'Institut de GGG, je les remercie de nous réunir ensemble aujourd'hui et pour discuter encore de ce qui a été dit à Glasgow. Et Madame Kim, qui est l'ambassadrice des changements climatiques, a des ambitions et cela est très important. Je voulais vous remercier d'être présent aujourd'hui pour avoir un monde plus vert et plus sûr. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur Crooks, pour ce positif discours. Nous aurons une discussion sur les défis qui nous attendent.
Et même avec les efforts que nous avons déjà faits, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et monsieur l'ambassadeur de l'Angleterre a eu à s'engager. Et nous avons l'ambassade de l'Égypte ici qui va nous donner un aperçu de qui va se passer à la COP27. Merci, monsieur Frank. Mesdames et messieurs, invités, je voudrais vous donner un aperçu de la présidence de la COP27 et de sa vision. Nous avons identifié des actions qui pourraient être prises pour les années à venir. Nous suivons un peu les pas de ce qui a été dit à la rencontre de Paris. Et mon pays a des ambitions, des visions qu'il voudrait formuler. Il faut urgemment savoir qu'il y a des actions importantes qui doivent être prises sur le terrain. Nous avons des attentes. Il y a des négociations aussi que nous devons faire. Et après l'accord de Glasgow, il y a des actions qui doivent être prises pour la prochaine année de 2023. Notre vision, c'est que la nécessité doit être de mettre l'homme au centre de tout. Car l'impact du changement climatique est énorme. Et cela transforme la vie en général et les habitudes de tout un chacun. Mais une action rapide et précise doivent être prises avec des technologies adéquates, car nous avons une urgence à moyen terme. Les actions doivent être menées selon certains principes d'un monde vert. Il faut différencier les responsabilités de tout un chacun, avoir une orientation, avoir un programme pour atteindre nos objectifs et mettre en place les actions. Cette année, nous faisons face à plusieurs défis et nous devons avoir plus d'actions sur le climat et faire face à cette crise énergétique. Les risques géopolitiques sont des défis qui font partie de toutes ces implications et tous ces problèmes qui surviennent. Nous faisons face à d'énormes changements de l'environnement et certains pays essaient de s'adapter pour essayer d'aménager les dommages, car tout ceci est une conséquence sur les personnes les plus vulnérables de certains des continents. Nous sommes en relation avec les actions sur le climat et nous avons des observations. L'Égypte a des observations qu'ils essaient de mettre en place. Nous voulons nous engager pour que au moins 100 millions de dollars puissent être mis sur la table pour faire face à ces enjeux. Mais il y a un découragement qui est en relation au financement et aussi certains emprunts qui sont difficiles. Mais le comité de pilotage et le UNFCCC et d'autres pays ont besoin de 1,3 milliard de dollars pour la prochaine année 2023. Et ceci est une grande contribution que nous attendons. Nous sommes aussi
Nous avons aussi des actions pour une adaptation et puis une atténuation des effets néfastes. Il faut que nous atteignions la réduction de moins 2 degrés du réchauffement climatique. Et les apports, les soutiens financiers sont attendus pour pouvoir adapter nos activités pour ces objectifs. Et surtout pour les pays en voie de développement, pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs mondiaux. Il y a aussi des défis additionnels que les pays font face, particulièrement en Afrique, car ils doivent faire un développement propre et c'est un enjeu encore grand pour eux. Au moins 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité et au moins 900 millions n'ont pas de moyens d'utiliser des foyers propres pour la cuisine. Et le changement climatique que nous voyons a des effets négatifs comme nous voyons au Pakistan. Et cela augmente la dette de certains pays qui n'ont pas forcément accès au financement privé. Les pays africains ont leur PIB, ont dans leur PIB au moins 2% de financement pour pouvoir faire face à ces enjeux environnementaux. Mais nous devons aider ces pays en voie de développement pour aménager toutes ces conséquences négatives et atteindre ces objectifs et faire face aux enjeux économiques. Nous devons aussi nous focaliser sur la science et les principes et mettre de côté nos différences géopolitiques. La vision de la présidence de COP27 est une mise en œuvre que nous devons avoir. Nous voulons réaffirmer que c'est une COP de mise en œuvre. Il y a des projets qui peuvent être repris pour faire face aux transitions des pays, des populations locales, avoir des éléments adéquats pour pouvoir les mettre en place pour cette transition que nous voyons. En Égypte aussi, et cette présidence de la COP, nous avons 4 différents niveaux. Ils sont les suivants. Un sommet des chefs d'État pour discuter des défis que nous rencontrons au niveau international. L'Égypte va organiser 6 rencontres qui sera en partenariat avec le SIAS. Et cela parle de la transition, se focaliser sur le développement de l'hydrogène, avoir un développement climatique, la sécurité alimentaire et climatique, la sécurité aussi à l'accès de l'eau et la durabilité des actions des populations. Durant la négociation, la présidence égyptienne va s'engager à faire ce qui suit. Répondre et trouver de nouvelles ressources pour aménager les conséquences négatives, trouver des moyens de réduire l'augmentation du réchauffement climatique en accord avec les NDC. Et cela pour assurer que nous sommes sur la bonne voie sur les accords internationaux et aussi nos adaptations financières doivent être en accord avec les objectifs de 2025. Et que je le répète encore, le financement doit être adapté aux projets qui sont
qui sont pensées. Et cela devra démontrer d'un nouveau mode de financement pour que nous soyons aussi dans la même lancée que l'accord de Paris. Il est important de fournir un environnement adéquat pour les actions des secteurs privés, des académies, de la société civile et des organisations internationales. Et plus important, l'apport des jeunes. Plus de 50% dans mon pays de la population sont au moins de 35 ans. Donc, la jeunesse doit être prise en compte. Et nous voyons que c'est important puisque nous en avons inclus dans nos discussions de la COP27. C'est une ambition importante, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. La présidence égyptienne discute sur l'implémentation et la prise en compte des sociétés civiles. Et M. Mahmoud a des projets, il essaie de les adapter au financement et aux enjeux économiques que nous rencontrons pour qu'à la fin, nous puissions financer ces projets, car nous avons besoin de ces financements pour la mise en œuvre des projets. La présidence de la COP27 voudrait faire face et amenuiser les urgences de ce changement climatique. Et car les ménages, les vies, les écosystèmes nous sont très importants pour nous. Il nous faut une solidarité et nous devons être responsables. Nous devons avoir un esprit de solidarité pour une réponse adéquate. Nous devons progresser dans nos activités pour pouvoir fournir des actions adéquates dans la réalisation des projets. Nous devons avoir aussi des solutions innovatrices pour la mise en œuvre des projets et surtout au niveau des financements qui doivent se mettre à la hauteur des objectifs. Nous devons aussi savoir que le rôle des jeunes est très important, car les générations à venir vont souffrir de nos actions et de nos politiques. Nous croyons que la voix des populations au niveau mondial contribue énormément aux accords et aux discussions que nous avons mondialement. Pour ces raisons, nous devons prendre en compte l'engagement des jeunes dans toutes les politiques et les décisions que nous prenons. Car le financement pour le changement climatique aura des conséquences ou des dommages si nous ne faisons pas bien nos actions. Et voyons que la dimension économique est très importante quant à la mise en œuvre de ces actions au niveau du climat. La mise en œuvre des actions qui prend en compte la jeunesse devra prendre en compte l'autonomisation de cette jeunesse et savoir que les jeunes aussi peuvent prendre des décisions adéquates. Car la jeunesse est essentielle et un élément important dans l'agenda climatique. Je saisis cette opportunité que nous avons aujourd'hui de réitérer l'engagement de l'Égypte
pour travailler avec tous les partenaires internationaux et nationaux qui travaillent ensemble pour faire au mieux atteindre les objectifs que nous avons. Car comme nous accueillons la COP 27, nous avons un agenda climatique important et nous avons une orientation qui nous est importante. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Vous avez entendu deux discours, un de l'ambassadeur et l'autre du président la présidence qui a une ambition, une grande ambition. Et comme Monsieur l'ambassadeur Crooks l'a dit, avez-vous quelques conseils à nous donner pour la présidence à venir de l'Égypte? Et après ça, je sais que vous avez un programme très ambitieux. Et selon le résumé du sommet de la COP de M. Crook, et s'il aurait la bonne amabilité de répondre à certaines questions. Merci, M. Frank, et merci, M. l'ambassadeur. Nous voyons que l'Égypte fait de grands efforts, car vous êtes très occupé actuellement pour pouvoir atteindre et mieux organiser cette COP 27. Et comme je l'ai dit à Glasgow, nous avons pris des engagements et qui sont actuellement, que nous essayons de continuer actuellement. J'aurais des conseils à donner. Et ce qui serait important dans cette rencontre importante de Sharm el-Sheikh. Mais je vous souhaite d'abord bonne chance et aussi bonne chance dans votre engagement pour avoir des plans très clairs, les plans très clairs qui pourraient nous aider à l'avenir et aussi améliorer l'élément financier, car le financement est très important. Et avec un financement, les actions aussi seront meilleures. Mais aussi, n'oublions pas que le financement du secteur privé est important. Il faut avoir un calendrier de financement. Et c'est quelque chose, il y a beaucoup à faire. Je sais qu'il y a beaucoup à faire. Mais c'est fait partie de quelques conseils que j'ai à vous donner. Merci Frank et ambassadeur Crooks. Ce qui a été dit à Glasgow est très important pour la présidence de cette année de l'Égypte. Nous travaillons à la mise en œuvre de certains éléments. Nous voyons que nous n'avons pas d'autre chance, car le défi du changement climatique est un point très important, très délicat, car la civilisation s'est construite grâce à l'environnement. Si la civilisation est meilleure, c'est parce qu'il y a des actions qui ont été prises pour que l'environnement soit adapté aux civilisations qui apparaissent. Et la mise en œuvre des objectifs est importante. Et pour les millions d'années à venir, nous devons savoir comment mettre en œuvre ces politiques. C'est une métaphore qui vient de pays, mais que nous pensons depuis d'énormes années.
car c'est important que les civilisations grandissent et s'améliorent et avoir un bon environnement économique. Merci. Je sais que nous avons de grandes leçons à apprendre de Glasgow et la coopération internationale est nécessaire. Et l'Égypte et la Grande-Bretagne travaillent ensemble depuis la COP26. Nous avons des rencontres de haut sommet avec la présidence de la COP27. Nous échangeons des notes, des expériences afin d'avoir une vision plus large. Et avec l'ambassadeur de Corée et d'Égypte, en accord aussi avec l'accompagnement du gouvernement de la Corée, nous avons des projets. Nous espérons que ces projets pourront se faire comme le développement de l'hydrogène et l'expertise de la Corée est attendue quand nous avons des industries coréennes qui sont déjà présentes. Nous devons travailler ensemble pour engager le plus possible le secteur privé, les organisations internationales, les sociétés civiles qui sont importantes, qui doivent prendre part à certaines actions. Car nous, les gouvernements, nous prenons des décisions, savoir comment les mettre en œuvre. Nous essayons de trouver des solutions pour notre survie, mais nous devons apprendre à travailler ensemble et aussi avec le secteur privé pour atteindre nos objectifs, pour avoir une durabilité et puis une meilleure vie en général. Merci. Merci aux deux présentateurs, orateurs. Les deux perspectives des deux présidences ont été prises en compte. Nous avons donné la parole à d'autres orateurs, l'ambassadeur Kim et aussi à Madame Madeleine Diouf, NDC, la présidence membre de NDC. Avant la COP26, il était clair bon nombre de personnes essayaient de pousser la Corée pour que la Corée s'implique plus. Et nous sommes très contents de ce qui a été déjà fait. Maintenant, pour la COP27, quelles sont vos attentes de la Corée, les attentes de la Corée pour la COP27? Merci, Monsieur Frank. Je voudrais d'abord me joindre aux précédents orateurs pour présenter ma gratitude pour cette rencontre, et cette session qui va parler de la COP27 qui va s'organiser dans 2 semaines à Sharm el-Sheikh. Aujourd'hui, nous observons d'énormes impacts du changement climatique, même en Corée. Des dégâts environnementaux sont observés. Il y a des villes métropolitaines qui font face à des réchauffements inattendus, car chaque année, nous voyons l'augmentation du réchauffement. Chaque année, il y a aussi beaucoup d'inondations qui impactent les buildings, aussi les métros, les stations de métro. Il y a des milliers de personnes qui sont obligées d'être évacuées. Et il y a au moins des entreprises qui reçoivent des appels à l'aide d'au moins 2 millions d'individus. Mais nous devons penser à des initiatives pour faire face à ces dégâts. Car la précipitation qui s'abat
fait au moins 100 millimètres à chaque fois. Mais nos infrastructures doivent être en mesure de faire face à certains enjeux. C'est un grand signal pour la Corée et, et la Corée devra revoir ses structures, ses infrastructures pour que nous puissions intégrer les conséquences de ces changements climatiques. Ceci est un petit exemple comparé au cas que nous rencontrons dans plusieurs pays. Et comme la COP27 va avoir lieu dans 2 semaines, en tant que leader mondial, nous avons d'énormes problèmes, comme le précédent ambassadeur l'a dit. Pour la COP27, nous attendons qu'il y ait des résultats concrets. Le coût de l'énergie doit être impérieux, doivent être discutés. Et toutes ces ambitions, toutes ces actions doivent être en phase à la mise en œuvre des actions pour amélioriser les changements climatiques. Car la crise énergétique ou alimentaire est un enjeu actuel. Cependant, toutes ces catastrophes climatiques passées et de cette année font que pour cette COP27 devrait être en quelque sorte la Glasgow plus. Nous devons revoir de manière précise ce qui a été fait à Glasgow et ce qui pourrait être amélioré, mais aussi ce que nous pouvons décider en plus en matière d'accords et d'enjeux pour cette COP27. Nous devons partager les cibles. Au milieu de ce siècle, nous devons vraiment avoir une émission de gaz à effet de serre réduite au maximum. Donc, nous sommes d'accord d'accélérer notre mise en œuvre, car les pays en développement sont d'accord d'adapter leur financement pour pouvoir faire face à ces enjeux. C'est un sujet que nous avons discuté, nous nous sommes mis d'accord à Glasgow. Il y a eu les déclarations des leaders, le développement des technologies, des innovations et des initiatives que nous devons nous souvenir qui sont importants. Nous devons revoir précisément ce qui pourrait être fait en plus pour que cette mise en œuvre et les promesses que nous avons eues puissent être vraiment réalisées. Tout d'abord, je voudrais mettre l'accent sur l'action du rapport de IPCC et la contribution qui a été obtenue cette année. Les membres de l'UNFCCC se rencontrent et discutent sur ce qu'ils auront à produire pour la COP27. Nous devons prendre en compte les offres de IPCC pour qu'ensemble, nous puissions travailler ensemble. Pour les 2025, nous devons atteindre un pic
au niveau de nos émissions de gaz à effet de serre, car chaque année, nous avons la chance d'avoir des engagements que nous prenons pour vraiment réduire les effets de l'impact de gaz à effet de serre. Mais nous devons vraiment travailler à ce niveau. Et le MWP est un projet de réduction des effets négatifs et pouvoir nous aider à faire une bonne mise en œuvre de nos projets. Nous donnons un signal fort au secteur privé où ils doivent investir et où ils doivent réduire leur financement et dans quelle technologie ils doivent plus se focaliser. Nous devons prendre en compte les principes, les contextes qui font partie de l'atténuation des conséquences. Les pays en voie de développement, par exemple, ont différentes idées concernant le contenu ou l'enjeu de ces atténuations. Mais nous devons être d'accord. Nous devons nous mettre d'accord sur un point important de l'atténuation au niveau mondial. Et un deuxième point, c'est un deuxième point important, c'est l'adaptation. Il faut adapter nos financements pour 2025, pour 2025 et 2029. Les pays en voie de développement pour cette COP 27 devraient nous dire ce qu'ils ont eu à faire durant les années passées et savoir comment mieux se préparer pour les effets à venir. Nous devons parler d'une adaptation mondiale commune. Comment définir une adaptation mondiale commune? Il y a beaucoup de discussions à propos de ce sujet. Mais c'est un procédé qui doit se faire au niveau local d'abord. Mais il faut savoir aussi quelle est la définition de cette adaptation mondiale dont nous parlons. Nous sommes conscients qu'il faut appuyer les communautés locales, le niveau local de certains pays, car c'est un facteur important pour nous aider à avancer, à avoir des progrès dans l'adaptation des changements climatiques. Au moins des milliards sont injectés dans le financement pour faire face aux dégâts. Mais c'est un point critique dont font face les pays en voie de développement. Le changement microéconomique est très, très injuste pour être franche. Car il y a très peu de pays qui peuvent atteindre ce milliard de financements injectés dans le changement climatique. Il y a l'augmentation des appuis pour accompagner certains pays, et comme la Corée essaie d'augmenter son assistance financière pour atteindre cette ODA verte. Donc, c'est un effort très important et qui a des impacts dans toute action. Par exemple, le gouvernement de Corée
pour l'année prochaine s'engage à réduire son ODA. Car en réalité, l'année prochaine, jusqu'à quel point nous pouvons augmenter en matière de financement en dollars notre engagement. Ceci est vraiment un enjeu et un déficit que nous devons vraiment discuter. Comme les ambassadeurs présidents l'ont déjà mentionné, nous devons mobiliser le financement des secteurs privés dans le domaine climatique, car il y a des compagnies coréennes et des banques aussi qui sont très enthousiastes de travailler avec nous. Et pour cette COP27, des représentants de la Corée, des représentants des sociétés civiles, des jeunes seront à Sharm el-Sheikh. Nous avons aussi un programme diplomatique très chargé. Le sommet ASEAN et malheureusement la présidence de Corée ne pourra pas être présente à Sharm el-Sheikh, mais il pourra envoyer son envoyé spécial, Madame Lai Ko-wan, qui est une politicienne avérée qui pourra représenter la présidence de la Corée. Nous avons des défis face à nous pour travailler et résoudre les problèmes économiques. Mais nous devons produire de bonnes ambitions prises au niveau de la Glasgow Plus. Et c'est mon souhait. Merci. Merci Jenny pour rester optimiste. Nous sommes heureux d'avoir encore plus de perspectives. Et maintenant, Madame Madeleine Diouf qui est en ligne, elle aura une perspective différente de ce qui est attendu à Sharm el-Sheikh. Madame Diouf, vous pouvez allumer votre caméra et la parole est à vous. Est-elle en ligne? Sa caméra n'est pas encore allumée. There you are. Madame Diouf, the floor is to you. Madame Diouf, la parole est à vous. Quand vous êtes prête, on peut vous voir, mais votre micro est toujours éteint. Okay. Sorry. Excusez-moi. Merci pour cette opportunité de me joindre à vous à ce sujet en route pour la COP27. Je parle en tant que membre de la NDC ici au Sénégal. Je voulais vous présenter mes perspectives de la NDC pour cette COP27 à venir. Pour les NDC de la COP27, c'est très important. C'est important de savoir que nos attentes quant aux principes à venir sont grandes. Nous devons maintenir notre objectif de 1,5 réduction du réchauffement climatique.
car ce qui a été discuté, c'est comme ce qui a été discuté à Paris il y a 7 ans. Mais il faut savoir comment respecter cette limite de réchauffement climatique. Donc, cette rencontre de COP27 est une opportunité est une grande opportunité pour les grands pollueurs, les industriels, comment travailler à vraiment réduire ce degré de réchauffement climatique. Et comme à Glasgow a été dit, certaines choses ont été dites et des engagements ont été pris. Actuellement, si nous maintenons sur cette lancée, nous sommes sûrs de pouvoir atteindre cette réduction de 2,5 degrés. Car l'impact des changements climatiques dans les pays en voie de développement sont importants, particulièrement dans les pays de NDC. Et tout ça, c'est à cause du changement climatique. Nous pensons que le sujet important et le plus important des problèmes est ceci qui doit être discuté au niveau de la COP27. Il y a eu des promesses prises à Glasgow, mais nous n'avons pas pu les mettre en œuvre. Au niveau du dialogue de Glasgow que nous avons eu, mais nous devons à ce moment formaliser certains engagements, savoir comment réduire les dommages qui se produisent actuellement dans les pays en voie de développement, en Afrique et dans d'autres pays en voie de développement. Nous devons avoir un financement clair pour pouvoir faire face à ces défis. Malheureusement, nous voyons que les dommages sont déjà là. Les ressources doivent être disponibles et accessibles. Car au niveau du changement climatique, les températures augmentent. Nous devons savoir comment vraiment travailler à faire face à cet enjeu. Toutes les communautés doivent se réunir et prendre conscience que nous devons travailler à faire face à résoudre ces dommages qui se présentent. Ça, c'est une attente, comme monsieur l'ambassadeur de l'Égypte l'a dit, réduire les dommages, mais aussi augmenter les financements dans la mise en œuvre des actions. Et nous pensons que le débouché de tout ceci, c'est d'abord être plus confident dans nos processus de négociation. Et au nom du NDC, je voudrais parler de l'adaptation des financements. Moins de 1,6 million sont mis sur la table pour l'adaptation. Et ça a été pris depuis les années 2018 jusqu'à ce jour pour avoir une adaptation claire. Malheureusement, nous sommes toujours vulnérables. Mais face au changement climatique, nous devons nous ajuster, savoir comment travailler en adéquation. Car il y a des fossés au niveau des financements. Et le problème de financement n'atteint pas toujours les communautés. Par exemple, nous avons des inondations. Il y a des localités qui font face à la sécheresse, l'érosion.
Il y a une grande liste que je pourrais énumérer concernant les problèmes que les NDC rencontrent et les communautés rencontrent au niveau des pays en voie de développement. Mais nous espérons que le doublement, que le fait d'augmenter les financements et avec les discussions que nous aurons à mener, pourront effectivement être un point pour pouvoir augmenter le financement, comme auparavant discuté à Glasgow. Mais aussi, il est clair qu'une feuille de route doit être fournie pour pouvoir finaliser un engagement que nous avons pris depuis 2020. Malheureusement, nous n'avons pas pu réaliser cet objectif de au moins 100 milliards. Mais à ce moment, nous sommes au niveau de comment maintenir le 1,5 degré en vie, le projet 1,5 degré en vie. Tout un chacun doit être présent, doit travailler sur l'atténuation des conséquences, savoir comment atteindre cet objectif de 1,5. Mais la mise en œuvre des NDC dans les pays en voie de développement est un aspect important qui est mis sur la table. Et le volet financier est important pour que certains projets puissent être mis en œuvre et aussi atteindre cet objectif de 1,5 réduction. Nous avons des cibles aussi très ambitieuses pour cette COP27. Et à ce moment, la nécessité pour le monde actuellement, c'est que pour cette COP27, nous puissions prendre des décisions appropriées pour minimiser les impacts du changement climatique dont font face les communautés. Elles sont des victimes. Elles sont les moins émettrices d'émissions de gaz. Donc, c'est un cas de justice climatique. Merci. Merci, Madame Diouf. Membre de NDC, vos attentes sont énormes, sont élevées pour la présidence de la COP27. Mais je voudrais continuer à avoir une plus grande discussion avec les quatre orateurs précédents de la Corée et tous les autres participants de la COP27. Mais avant la fin, nous aurons la chance d'avoir des partenaires multinationaux et aussi des représentants indigènes qui représentent les pays africains qui sont impactés. Mais pour le moment, nous avons 3 dames qui représentent de Samsung, une précédente collègue de GGI et une autre coordinatrice de la communauté indigène travaille au bureau de GGI en Afrique. Nous avons beaucoup de questions.
au vu des perspectives de la COP27. Et à ce moment, nous pouvons commencer par le secteur privé, pas du gouvernement, mais le secteur privé. Donc, merci, M. Franck. Je suis très heureux d'être de retour à DJI. Le secteur privé, depuis 2 ans, est focalisé sur le climat. Mais pour la COP27, en parlant de l'industrie de la Corée, nous essayons d'atteindre le zéro émission de gaz à effet de serre. Mais il y a des enjeux dont font face beaucoup d'industries en Corée, car la réduction des degrés pour le réchauffement climatique est très important, est un enjeu important. Mais nous essayons au maximum d'atteindre cet objectif de émission zéro pour que tous puissent être bénéficiaires. Et pour mes attentes pour la COP27, il est sans doute que notre partenariat sera effectif pour pouvoir atteindre cet objectif en collaboration et en partenariat avec d'autres. Nous travaillons ensemble avec d'autres partenaires des organisations internationales, des institutions internationales pour pouvoir aider, appuyer à la mise en œuvre des projets. Donc, les attentes pour la COP27, spécialement pour le marché asiatique, est un défi, car en Asie, la transition n'est pas encore effective. Le gouvernement essaie de travailler au maximum, comme les secteurs privés, avoir des discussions pour la mise en œuvre. Et cela est grâce aussi à certains leaders qui se mettent ensemble avec des partenaires financiers, mettre en place des plateformes pour que dans les années à venir, à 2027, certains résultats puissent être obtenus. Il faut être sûr que la transition doit être appuyée. Nous devons soutenir cette transition. Merci. Il y a eu un panel sur le secteur privé coréen il y a des années passées. Il y a des entreprises aussi qui disaient qu'ils étaient désolés de ne pouvoir atteindre certains objectifs. Mais au niveau de Samsung, il y a des investisseurs qui essaient de travailler à la réduction au maximum de gaz à effet de serre. Il n'est pas évident que nous arrivions à un court terme, car ce n'est pas facile. Parce qu'il y a plusieurs secteurs. Mais comme j'ai donné un exemple précédemment, il y a des entreprises qui sont focalisées sur la réduction, la décarbonisation de certains éléments. Nous avons des discussions quant à notre engagement en général. Maintenant, au niveau du niveau climatique, qu'est-ce que vous devez faire? Quel est votre objectif? Là, ce sont des questions très spécifiques que nous posons à chacun. Ils sont engagés, mais ils ont aussi besoin d'investisseurs. Et c'est ce défi dont font face les entreprises. Au niveau du secteur privé, il y a beaucoup de barrières. Il y a aussi l'Union européenne qui a des règles
Mais au niveau climatique, il y a des initiatives durables qui sont produites, des projets ambitieux qui sont produits, comme la réglementation au niveau de la production des batteries, puisque les minéraux viennent des zones en conflit. Mais comme vous voyez, c'est très complexe. C'est un sujet très complexe. Il y a des détails que nous devons prendre en compte. Sans cela, il y a des entreprises qui ne peuvent pas travailler. C'est un élément important dans leur production. Comme aux États-Unis, en Europe, c'est une survie, c'est une question très particulière. Donc, c'est ce que je pourrais dire un peu. Merci pour l'encouragement que vous infligez, vous injectez au secteur privé pour plus se mobiliser. Car l'objectif 100 milliards est un objectif qui nous tient à cœur. À ce moment, nous n'attendons pas à ce que les sociétés indigènes atteignent certains objectifs élevés, mais en ce qui concerne leurs connaissances, ils peuvent savoir comment s'adapter au changement climatique qui a commencé depuis longtemps. Et quelles sont vos visions, vos attentes pour la COP27 et le rôle de la communauté indigène pour l'avenir? Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis heureuse d'être parmi d'éminentes personnalités et d'avoir cette chance de partager et de vous exposer nos attentes. Je vais vous faire une brève présentation. On va passer à la projection suivante. Ce sont les perspectives à ce jour. Comme vous voyez, c'est un aperçu sur les forêts. Ou comme vous voyez, le nombre de forêts que nous avons actuellement. Et en Birmanie et dans d'autres régions du monde. Nous avons une biodiversité énorme, plus de 2 millions d'espèces se retrouvent dans certaines régions. Le jaune, ce sont des déforestations qui sont produites depuis 2020 à 2021. Donc, c'est un défi dont nous faisons face. Car comme vous voyez sur la carte mondiale, les forêts primaires, nous voyons les forêts primaires, mais nous n'avons pas connaissance de la valeur exacte de ces forêts. Mais à la projection suivante, il y a une perspective concernant ces régions où les populations indigènes habitent. Ce sont les mêmes régions qui sont sous préservation et où il y a un modèle de préservation. Ceci représente 80% de la présence de la conservation des forêts mondiales. Tout cela montre toutes les différentes langues qui sont réunies et il y a certains facteurs qui se rencontrent. Par exemple, d'où je viens, je viens de la région du nord indien. Et entre
2000 et 2004, il y a eu au moins 5 millions de dollars d'extraction de charbon illégal. Donc, c'est une perspective dont nous avons connaissance. Mais en tant qu'organisation, nous devons aussi vous montrer ce que nous avons eu à faire, à réaliser. La raison pour que chaque fois ces raisons soient récurrentes, c'est parce qu'il y a un problème au niveau du climat. Il y a différents groupes indigènes qui organisent des conférences différentes sur l'infrastructure, mais aussi sur les bénéfices de certaines actions. Mais nous croyons qu'il y a des programmes qui peuvent être organisés pour pouvoir nous aider à atteindre nos objectifs. Mais c'est une crise mondiale et chacun essaie de travailler à son niveau. Mais nous devons avoir une mobilisation mondiale et massive pour pouvoir arriver à une bonne réalisation. Il faut une capacité massive et un réseau important pour nous aider à travailler au mieux. Et au niveau des groupes indigènes, nous avons au moins 3000 personnes avec plus de 6 différentes langues qui se réunissent pour pouvoir essayer de donner certaines réponses. Mais ce dont nous avons besoin et ce que j'ai entendu tout au long de cette session, c'est le financement. Et à travers du UDCF de la Grande-Bretagne et 1,5 milliard de financement pour aider les communautés indigènes. Cela, c'était depuis 2020 et maintenant nous sommes en 2022. Moins de 50% des organisations travaillent avec les populations indigènes. Il y a des entités qui ne sont pas encore arrivées à prendre contact avec certaines communautés indigènes. Et c'est un enjeu que de pouvoir mobiliser au niveau mondial pour pouvoir exposer et résoudre les problèmes que nous rencontrons. Nous devons aussi adapter nos ambitions locales au niveau du changement climatique. Mais je suis ici pour essayer de donner certaines solutions concernant l'engagement que nous avons pris. C'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler durant tout notre programme. Malheureusement, 60% des données à Internet sont en anglais. Donc, nous devons essayer de trouver des solutions qui existent déjà, mais qui prennent en compte les communautés indigènes pour que chacun puisse avoir une part de ce gâteau, de ces projets de 100 milliards qui est mis sur la table. Nous avons besoin d'un mécanisme direct qui puisse prendre en compte les communautés indigènes. Et ceci est ma perspective, mon ambition pour la COP27. Merci. Merci de nous rappeler cela. Nous essayons de réunir différents partenaires associés, mais il faut frapper à certaines portes pour pouvoir qu'ils puissent être vraiment bénéfiques. Et pour parler de l'Afrique et des membres de l'Afrique,
Quels sont pour la COP27 les dommages que vous avez rencontrés? Parce que nous savons tous que l'atténuation et l'adaptation est importante et très importante au domaine africain. Merci pour cette question. C'est une question très pertinente, surtout pour la prochaine COP27. Comme vous voyez à ce moment le conflit entre l'Ukraine et la Russie a un impact sur les régions en Afrique, mais aussi le changement climatique aussi a un impact. Mais il est important d'avoir des innovations importantes, pertinentes et qui puissent être solides, qui puissent être importantes pour faire face à certains enjeux, certaines difficultés, certains problèmes que nous rencontrons. Il y a des problèmes très importants que nous rencontrons en Afrique. Et j'espère que la prochaine COP pourra mettre sur la table certains dégâts que nous voyons. Je suis en mesure de vous dire que depuis l'accord de Paris, il y a eu des conséquences très négatives pour les pays en voie de développement. À la COP26, nous avons essayé de fournir des facilités de financement pour pouvoir assister, appuyer certains pays dans leur transition, pour qu'ils puissent obtenir aussi des compensations quant à ce changement climatique. C'est une discussion que nous avons eue au niveau à Glasgow aussi, mais actuellement, le défi dont nous faisons face, c'est le mécanisme financier. Les populations en Afrique ne sont pas vraiment prises en compte dans les objectifs et les actions pour le changement climatique. Parce que si vous essayez de combler le fossé, ce n'est pas seulement un mécanisme financier dont nous avons besoin, mais nous devons aussi avoir des capacités, améliorer les capacités des gouvernements qui essaient de développer leur programme pour pouvoir avoir des financements et travailler à leurs objectifs. Mais quand nous parlons des pertes et des dégâts, il y a aussi un manque de réaction des pays en voie de développement. Mais c'est une ressource que nous ne devons pas négliger. Car parce que les pays en voie de développement, particulièrement en Afrique, il y a des défis dont ils font face. Parce que si nous devons apporter les SDG, nous devons les faciliter cet accès à ce projet. Et maintenant, il est très important en Afrique, mais aussi comme au Pakistan, comment faire face aux inondations. Comme nous avons souvent des missions en Afrique, nous essayons de trouver des partenaires qui travaillent à la résolution des problèmes de changement climatique. Mais les populations du Sahel font face à un défi très grand. Le défi des ressources qui n'est pas accessible à tous. Et comme l'ambassadeur d'Égypte l'a mentionné, réduire ces dégâts est très important. Et pour la COP27, il y a des enjeux, c'est vrai,
Mais le point important qui est les dégâts et les pertes n'est pas vraiment mis sur la table. Mais actuellement, je pense que c'est mieux de revenir en arrière, comme à la rencontre de la G7, où il y a eu il y a des mécanismes et des technologies d'adaptation qui peuvent être prises pour pouvoir faciliter l'adaptation, pour améliorer le futur, non pas seulement pour l'Afrique, mais aussi d'autres pays en voie de développement du monde. Et l'effort de mise en œuvre de ces efforts doivent être vus au niveau des défis qui se présentent à tout un chacun. Tout d'abord, nous devons résoudre le problème de financement pour réduire ces dégâts. Merci. Merci, madame. Je pense que nous avons eu la chance d'avoir une série de discours avec plusieurs perspectives concernant les attentes de tout un chacun pour la COP27. Je suis contente que les orateurs ont présenté leurs perspectives et leurs ambitions et aussi leurs attentes, mais aussi les défis qui attendent les participants pour la COP27. Et la présidence de la COP27 ne pourra seulement être réalisée grâce à l'effort de tout un chacun, la contribution des pays qui veulent vraiment obtenir un progrès important. Et comme nous l'avons dit, la plupart des orateurs l'ont dit, le financement est un point critique. Et plusieurs pays se débattent pour pouvoir avoir un budget à ce sujet. Ce n'est pas très évident, ce n'est pas facile. Mais je sais qu'à Sharm el-Sheikh, avec l'énergie personnelle de tout un chacun, l'engagement, aussi les expériences, il y a des signes positifs qui pourront être aperçus pour que aussi le secteur privé doit s'engager aussi. Au plus, le secteur privé, comment utiliser les ressources au niveau des secteurs privés, les ressources, comment ils doivent adapter leur fonctionnement pour aider certains pays à une adaptation adéquate. Et comme nous avons eu aussi des propositions de l'Afrique du Sud, mais aussi d'autres partenaires que nous mobilisons pour qu'ils puissent apporter des millions à des milliards sur la table. Il y a des solutions qui sont là, des solutions de marché, pas seulement le secteur privé et ses opportunités, mais il y a d'autres moyens, des meilleurs moyens qui peuvent être faits et essayer de trouver la meilleure énergie que nous allons discuter au niveau de la COP27. Et malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre session. Merci à tous d'avoir participé. Et ceux qui pourront participer à la COP27, nous vous apportons notre encouragement. Et bonne chance à la présidence de l'Égypte et au meilleur que des résultats puissent être apportés. Merci beaucoup.